merci d'être fidèle à ce plateau spécial consacré au tour d'horizon sur l'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi dans la sous-région, si le temps le permet. Mais je dois tout de suite vous dire que notre invité pour décrypter cette actualité, c'est le professeur Edmond Kibawa, qui se trouve être docteur en histoire, professeur d'université à Lubumbashi. Il est également député élu de Malemba-Nkulu. Nous sommes dans le Olomami, l'ex-Katanga, à l'époque sur la liste de l'UNAFEC. Donc c'est avec lui que nous allons essayer d'échanger ce soir. Je ne suis pas seul sur ce plateau spécial. Immédiatement à ma droite, Luc Mikomo Kabongatre, il est de Congo Web Télévision. C'est une télévision privée émettant de Kinshasa. Luc, bonsoir. Bonsoir, Luda. Et puis il est suivi de Papi Boabouy, et lui est de Digital Congo, une télévision privée émettant également de Kinshasa. Bonsoir, Papi. Bonsoir, Luda. À l'extrême droite, Guilain Kabatulundi, qui est de Biwan, encore une fois, une télévision privée émettant également de Kinshasa. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation pour répondre aux questions d'éminents confrères ici présents sur ce plateau spécial. Je vais ouvrir le bal avec l'actualité la plus proche de chez nous, c'est ce référendum qui vient de se tenir au Congo-Brazzaville. En tant que politique, quelle lecture avez-vous faite de cette pratique démocratique au Congo voisin? Merci beaucoup. Les référendums, je peux vous dire que moi j'en ai déjà connu deux. Il y a un pour lequel je n'étais pas encore conscient. En 1967, nous avons été en référendum. Moi j'étais encore élève à l'école primaire à cette époque-là. Là c'est au Zaïre. Au Zaïre. Mobutu avait organisé, en fait, c'est pour la première fois qu'il publiait sa constitution, la constitution de 1967. Et au cours de cette constitution-là, un référendum avait été organisé dans ce pays. J'entendais parler de parents parler des référendums. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Les référendums que j'ai connus avec précision, avec un âge de raison, c'est le dernier dans notre pays ici, en 2005, lorsque cette constitution devait être présentée au public. Le référendum constitutionnel. Voilà. J'ai participé activement à la campagne pour que cette élection puisse passer après 2005. J'étais toujours à l'UNAFEC. Nous avons fait ce travail et les référendums passaient. Bon. Pour revenir au Congo-Brazza, le Congo-Brazza, c'est un pays souverain. C'est un pays souverain qui peut s'organiser comme il veut, qui peut organiser sa politique intérieure et extérieure comme elle veut. Alors, donc comme il veut plutôt. Alors c'est ainsi que nous ne pouvons pas condamner la démarche. Il faut laisser, vous avez vous-même suivi Hollande, qui a dit que Sassou a le droit de faire parler le peuple. Son peuple. Et en même temps, il s'est rebiffé. Bon, à l'Élysée, il s'est rebiffé à travers un communiqué. Voilà. Mais ce qu'il avait dit était profond. Il a le droit de consulter son peuple. Le peuple doit se prononcer sur une question d'actualité, sur une question importante qui engage la nation. Je pense que la démarche de Sassou, ce n'est pas une démarche que personnellement je peux condamner. Il est chef de l'État, il a son peuple, le peuple congolais, et le peuple doit se prononcer. Ça veut dire que si le peuple se prononce en faveur du non, il doit se plier à la décision du peuple. C'est ça, c'est le peuple souverain. Le peuple est souverain. C'est lui qui nous a envoyés, par exemple, au Parlement. Si vous rentrez dans votre circonscription, le peuple dit non. Vous n'allez pas rentrer ici. Donc, si le peuple dit non, dans son unanimité, oui, il doit se plier, il ne doit pas prendre des armes. Voilà. Une question de Luc Mikomo Kabongatre de Congo Web TV. Monsieur le professeur, quand vous dites que Congo-Brazzaville est un pays souverain, il peut faire ce qu'il veut, est-ce que vous ne crachez pas sur les principes fondamentaux qui sous-tendent un état de droit? Qu'est-ce qu'on appelle principes fondamentaux qui sous-tendent un état de droit, si ce n'est que la volonté du peuple? C'est la volonté du peuple. Nous avons cette constitution dans notre pays. Cette constitution a été
approuvée par le peuple. Et si le même peuple dit, il faut qu'on puisse voir, toucher à telle ou telle disposition, je ne vois pas pourquoi on peut, n'est-ce pas, s'en faire. C'est le peuple qui doit décider. En 2011, il y a eu changement de quelque chose ici. C'est le peuple, à travers ses élus, au Parlement. Et tout le monde s'est plié. Donc c'est ça, je crois que la voix du peuple, c'est la voix qui pèse. Oui. Très rapidement. Oui, honorable. Donc, au regard des grandes questions qui se posent au pays, en RDC, je voulais dire, le pouvoir de Kinshasa peut aussi organiser le référendum. Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Le pouvoir de Kinshasa peut organiser un référendum si il le veut. Le pouvoir de Kinshasa peut consulter son peuple. Je ne vois pas comment on peut s'en faire. S'accrocher à dire non, pas question, comme j'ai entendu, il y a un projet de loi sur le référendum, j'ai entendu des gens crier, ainsi de suite, donner des ordres. Si le peuple dit non, il faut qu'on nous consulte, on le consulte et le peuple doit se prononcer. Alors, on va terminer avec Kabalundi de Biwan. Oui, rapidement par rapport à la question, et puis on aborde... Le taux de participation lors de ce référendum de dimanche est très faible. Tous les observateurs l'ont fait remarquer. Ce n'est pas une preuve que le peuple congolais n'est pas d'accord avec ce référendum. Écoutez, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. En démocratie, chacun est libre d'exprimer son opinion. Et quand, par exemple, il y a un grand nombre de populations, en fait, un grand nombre d'habitants, les autres disent non, nous n'allons pas voter. Mais on va compter les scrutins par rapport aux gens qui sont dans les urnes. Ça s'est fait comme ça. Donc, vous voulez dire que... Et même aux élections de 2006 plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas eu de gens qui sont restés dans des maisons pour ne pas aller voter? C'est pour autant que les résultats ont été annulés. 2011, moi j'étais à Malemba-Koulou, mais il y a des gens qui sont restés dans leur maison. Il y a des gens qui étaient dans des champs. Il y a des gens qui étaient au lac et qui ne sont pas venus. C'est pour autant qu'on a eu les élections? Non. Vous voulez dire, professeur, que l'abstention est une option démocratique aussi? C'est une option démocratique. Nous le faisons souvent au Parlement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est une option. Alors, un petit exemple, ce n'est pas pour vous pousser à la faute, mais lorsque, par exemple, au Congo-Kinshasa, on se rend compte que la classe politique arrive difficilement à se mettre d'accord sur la nécessité d'organiser le dialogue pour des élections apaisées. Si ces divergences continuent, vous estimez qu'à un certain moment, on peut consulter le peuple pour avoir son avis? Ça va de soi. Par un référendum. Ça va de soi. La classe politique, c'est quelques individus qui discutent sur le plateau de la télévision, qui discutent sur des chaînes, quelques individus. Ce n'est pas le peuple souverain. Mais la majorité silencieuse est là. Elle attend qu'elle soit consultée. Mais pas par rapport aux discussions de ces politiciens qui sont là, qui se réunissent par exemple dans une chambre, ils discutent, ils sortent un communiqué pour dire non à ceci, non à cela. Non, ce n'est pas ça. Tout à fait. Alors, on va rapidement aborder le deuxième axe de cette émission. Professeur Edmond Kibawa, l'actualité au Congo-Kinshasa, cette fois-ci, c'est aussi cette controverse autour de celui qui devra demain organiser les élections dans ce pays en remplacement de l'abbé Apollinaire Malmalou, malade. Les catholiques et les églises des réveils, je voulais dire, d'autres confessions religieuses, n'arrivent pas à émettre sur la même longueur d'onde. Si une question vous étiez posée sur la position principalement de l'Église catholique, par où commenceriez-vous? Vous me faites un peu rire. C'est comme si l'Église catholique, c'est la seule Église qui doit diligenter la politique de notre pays. C'est comme si c'est la seule Église. Nous avons beaucoup d'églises dans notre pays. Nous avons les protestants, nous avons les musulmans, nous avons... Donc on doit nécessairement suivre la voie des catholiques. Parce que les mêmes catholiques se sont opposés quand Malou Malou, n'est-ce pas, la deuxième, les catholiques se sont opposés. Ils ont dit, bon, nous n'avons pas envoyé Malou Malou, ainsi de suite. Ils ont controversé.
Malou Malou. Et Malou Malou est parti. Peut-être qu'il voulait diriger cette CENI, que les catholiques, eux, voulaient diriger cette CENI-là. Je pense que les choses ne doivent pas se faire comme ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. Luc Mikomo Kabonga. C'est lui, tout Congolais compétent, je dis bien tout Congolais, pas seulement un clergé, pas seulement un pasteur, tout Congolais compétent peut diriger la CENI. S'il en a la technicité, s'il a tous les atouts pour conduire les élections. On ne doit pas se fier autour de cette controverse parce que l'Église catholique est seule à refuser. À ce moment-là, nous arrêtons tout. Les pays s'arrêtent. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Luc Mikomo Kabonga. Professeur, vous êtes historien et vous devez avoir le background de l'histoire de notre pays. Ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous faites une fausse lecture lorsque vous dites qu'on ne peut suivre que la voie des catholiques? Aucun catholique ne l'a dit. Mais est-ce que vous ne considérez pas que dans la fraction sociale, il y a des fractions qui ont un poids réel et dont les positions comptent par rapport à la marche de la politique? C'est le cas notamment des catholiques. Un exemple. On avait dit à Malou Malou et à la CENI d'une manière générale que la voie qu'elle prenait n'était pas la bonne voie. La CENI s'était entêtée. Aujourd'hui, on n'a pas organisé les élections prévues pour 2005. Ne trouvez-vous pas, professeur, vous allez répondre, que la petite voix minoritaire, négligeable selon vous, a finalement eu raison de la majorité? Voici la réponse à votre question. Je ne crois pas que les élections n'aient pas été organisées parce que les catholiques s'étaient déjà opposés. Je ne crois pas à ça. Vous croyez à quoi? Voilà. Il y a beaucoup d'impondérables au milieu. Allez-y. Nous avons des aspects financiers qui sont là. Nous avons plusieurs aspects techniques parce que pour faire des élections, il faut mettre tout en place. Tout doit être en place. Il faut avoir des machines, il faut avoir des kits électoraux, il faut avoir des papiers. Tout doit être en place. Mais tout ça demande de quoi? Ça demande de la mobilisation des moyens. Ça demande de la mobilisation des moyens. Ce n'est pas parce que Malou Malou, ce n'est pas que Malou Malou est parti parce que les catholiques s'étaient opposés et vous donnez raison aux catholiques. Ça, je ne suis pas d'accord de cette lecture-là. Je ne suis pas d'accord. Donc Malou Malou est parti parce que malade. Un point trait. Il était dans les capacités physiques et morales de diriger les élections. Et il fallait chercher quelqu'un d'autre. Papi Boaboui, avez-vous une préoccupation par rapport à... Honorable, j'ai deux petites préoccupations, je vais aller rapidement. Allez-y. La position de l'Église catholique ne va-t-elle pas entamer la crédibilité de Corneille Nangaa si jamais il passait à la tête de la CENI? Et puis des deux, bon, si il arrive alors que tout est presque au point mort, les élections provinciales qui devraient être organisées au 25 octobre n'ont pas eu lieu. Donc, tout est presque au point mort. Est-ce que sa présence, ou bien, disons, le fait qu'il soit là à la tête de la CENI peut changer quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, pour me répéter, tout semble stagner. D'abord, je voudrais vous dire que je ne crois pas en ce que vous dites. C'est-à-dire la position des catholiques va entamer la décrédibilisation. Je ne crois pas en ça. Pour la simple raison que nous sommes Congolais, nous sommes très nombreux ici au Congo. Toute personne, je dis bien toute personne qui sera à la CENI sera toujours contestée par une frange de la population. Il n'y aura pas d'unanimité. Ça, il faut vous mettre ça en tête. C'est une épidémie congolaise, ça, la contestation. Un chef de l'État qui sera à la tête du Congo, tout le monde ne l'acceptera pas. Il y aura toujours une frange de gens qui vont s'opposer. Ça va? Donc c'est ce que vous devez savoir. Nous ne pouvons pas dire qu'il faut qu'il y ait toute l'unanimité du plus grand Congolais jusqu'au Congolais moyen pour que les choses s'organisent. Ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera jamais ça. D'accord. Ouais. La dernière question par rapport à ça, très rapidement, Guilain. Croyez-vous encore aux élections avec les provinciales qui n'ont pas eu lieu et puis les délais impartis très courts s'il faut rester dans le délai constitutionnel? Croyez-vous encore aux élections, à l'organisation des élections?
La question des élections, c'est d'abord une question de la CENI. Mais aujourd'hui, tel que les choses sont en train de se passer, le dialogue est inévitable. Le dialogue est inévitable. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus déjà dans les calendriers. Ça va? Il y avait une contestation. Quand Malou avait publié le premier calendrier des élections locales, tout le monde, donc les gens se sont opposés. Pas question calendrier global. Le calendrier global vient, dit non, c'est trop serré. Il faut que telles élections précèdent. Vous voyez? Toujours des contestations en contestation. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le dialogue est inévitable, est nécessaire et inévitable, pour que nous puissions planifier tous ces aspects-là. Professeur, excusez-moi, ce n'est pas une attaque personnelle, mais en fait, c'est une évidence. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut vous avoir sur un plateau de télévision. Quelques heures avant d'accéder à ce studio, nous sommes tombés sur une correspondance qui porte votre signature, à moins que vous la démentiez, parce que, je l'ai dit, parce que je vous ai présenté en avant-propos comme étant élu de Malemba Nkoulou sur le compte de l'UNAFEC, de Kyungu Wakumanza, à moins que vous démentiez l'authenticité de ce document, une lettre que vous auriez adressée au secrétaire général de la majorité présidentielle, où vous réaffirmez votre attachement à la majorité présidentielle et votre départ de l'UNAFEC. Est-ce que c'est un tract? Non, mon départ du G7. Ah, du G7, pardon, oui. Votre départ du G7. C'est-à-dire ma contestation du G7. Oui. Ça va? Pas mon départ de l'UNAFEC. Moi, je reste UNAFEC. C'est votre lettre. Ça, c'est ma signature. C'est ma signature, c'est bien authentifié. Vous étiez dans le G7. J'ai même une copie ici. Oui. Ah d'accord. Nous sommes des journalistes, on fait l'investigation. Oui. Merci de confirmer. Merci de confirmer l'authenticité. La question c'est celle-ci. Oui. Quelles sont les raisons qui fondent votre départ du G7 pour réaffirmer à l'intention de l'autorité morale de toute la majorité votre attachement? Écoutez, lorsque le chef de l'État... Ça vous gêne cette question qu'on aborde? La question ne me gêne pas. Allez-y alors, allez-y. Oui. Lorsque le chef de l'État actuel prend le pouvoir en 2001, après l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, l'UNAFEC s'est déjà mobilisé pour que le chef de l'État puisse continuer et coordonner tous les aspects. Parce que le pays n'avait plus de chef d'État. Le chef d'État était assassiné de manière tragique, de manière brutale. Donc il fallait organiser l'autorité de l'État. Et en 2001, nous, UNAFEC, nous avions déjà soutenu le chef de l'État actuel, Joseph Kabila Kabange. Nous sommes allés à toutes les concertations, Gaborone, Sun City, Addis Abeba, partout. L'UNAFEC est allé là-bas. Là où la paix s'est discutée. Et effectivement, en 2005, il y a eu cette affaire de constitution. L'UNAFEC a encore été mobilisé pour défendre cette constitution. Et nous l'avons fait. En 2006, nous avons été mobilisés. Moi, j'étais candidat député provincial dans la ville de Lumbashi. Malheureusement, j'avais échoué aux élections. Mais notre candidat chef de l'État, c'était le chef de l'État actuel, Joseph Kabila Kabange, de l'UNAFEC. Nous avons tout fait, nous l'avons fait passer, ainsi de suite. Nous avons mobilisé nos énergies. Il est passé. Et vient 2011. L'UNAFEC est toujours là, présente. On dit, bon, notre candidat, c'est Joseph Kabila, nous devons continuer, comme il a demandé. C'est à ce moment-là que moi, je suis allé à Malemba Nkoulou. Je suis allé à Malemba Nkoulou, et à Malemba Nkoulou, l'ordre nous a été donné par le parti de faire en même temps notre campagne et la campagne du candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange. C'est ce que nous avons fait. L'ordre donné par le parti, ça veut dire quoi? Par Kyungu Wakumanza, qui était votre président. Mais il était notre chef, oui. Ouais. Il était notre président national. Cet ordre-là nous a été donné. Allez mobiliser, parce que le chef de l'État ne peut pas arriver dans toutes vos brousses-là. Donc, le Congo est très vaste. Nous avons pris notre micro, notre bâton de pèlerin, nous sommes passés dans tous les villages, tous les secteurs, toutes les brousses de chez nous pour mobiliser. Et je vous dis, moi,
je vous parle de ce que j'ai vécu. À Malembankulu, il y avait même des gens qui ne connaissaient pas qu'il y avait aussi des candidats députés qui sortaient des lacs ou des carrières, sans savoir qu'il y a aussi un candidat un député national. Il dit, moi je suis venu pour voter Kabila et rentrer. Voilà. Vous lui dites, non, il y a aussi des députés. Les députés, qui? C'est qui? Et ainsi de suite. Oui. Je me rappelle... Revenez à l'essentiel. Je sais que vous êtes historien, oui. Vous Justement. avez bien les dates, oui. Voilà. Oui. Non, il ne faut pas me réduire aux dates. Allez-y. Mais c'est ça le propre d'un historien. Allez, je retire, allez-y, professeur. Donc, alors, c'est ainsi que nous sommes mobilisés pour que les chefs de l'État passent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous vous retrouvez dans le G7. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui m'a un peu dépassé, personnellement. Qui m'a un peu dépassé. Il y a eu le premier groupe de nos amis. Ils étaient au nombre de 5, ils sont partis. Partis où? Non. Eux étaient partis avant même les G7. Vous comprenez? Ils sont partis où, professeur? Ils ont formé un camp. Ils ont contesté. Donc, les méthodes, tout ça. Donc, il y a eu une contestation interne. En ce moment-là, moi, je croyais encore, je vous dis la vérité, je croyais encore en la foi d'une réunification, parce que je suis aussi déformé. Réunification de quoi, professeur? Une réunification de cette branche-là qui était partie. La branche de l'UNAFEC? Oui. Oui, oui. Précisez à l'intention du public. Les députés. Oui. J'étais toujours aux aguets en train de voir s'il y aura négociation. Et il y a eu même des négociations sous la houlette du chef de l'État pour qu'on puisse nous mettre ensemble. C'était impossible. C'est à ce moment-là que cette histoire de G7 éclate. Vous étiez informé quand même de l'initiative? Non. Votre président ne vous a pas informé qu'il a adhéré au G7? Non. D'ailleurs, c'est par des lettres, c'est par la lettre là que j'ai lue, que je l'ai appris, qu'il y a eu aussi des lettres précédentes. Peut-être parce que vous n'avez pas de fonction au sein du parti, vous n'étiez pas obligé d'être informé. Non. Je suis quand même au cadre du parti. Moi, j'ai une histoire de ce parti. Une grande histoire. C'est moi, l'archiviste. Je connais tout le parti comme ma poche. L'UNAFEC. C'est ainsi que, lorsque le G7 a éclaté, c'est ici que je dois bien clarifier ça. Le G7 a éclaté. Moi, je me trouvais à Lumbashi, en partance pour Malembankulu. Le président Kyungu était ici. Il revient. Il nous dit, voilà, il y a G7, ainsi de suite. Nous allons mobiliser, ainsi de suite. Un jour, je suis à la faculté en train d'encadrer le jury. Je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil de Madame Mireille Massangoubi Mouloko, députée nationale, qui me dit, le président vous attend. Le président Kyungu vous attend. Là, je dois clarifier ça, une fois pour toutes. Le président Kyungu vous attend ici, vite, vite. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé déjà beaucoup de journalistes qui m'entouraient, ainsi de suite. Il me dit, déjà vite, vite, un communiqué ici, rapidement, vous devez soutenir le G7. Papa, j'étais comme hébété. Je suis professeur d'université, je suis intellectuel, je suis en même temps élu sur la liste AMP, alors j'étais hébété. J'ai rédigéré rapidement quelques papiers là, et quelques bouts de phrases que nous avons lus. Et quand je suis sorti, complètement hébété. Hébété, alors c'est comme si quelque chose... Vous aviez même oublié que vous étiez professeur. Oui, quelque chose venait de me frapper sérieusement. Relancez de temps en temps, les amis. Voilà, donc quelque chose venait de me frapper. Alors, c'est ainsi que les jours suivants, je suis allé à Malembankulu. Les jours suivants, par route. Parce que Lumbashi et Malembankulu, c'est à peu près 600 km. Par route. Et en revenant, ça va? Lorsque je suis revenu, c'est avec beaucoup de détermination. Moi, je suis arrivé le 13 octobre. Je suis arrivé vraiment en retard. Je suis parmi les députés qui sont arrivés en retard. Pourquoi? Parce qu'il fallait prendre beaucoup de temps de réflexion et de méditation. Allez-y à l'essentiel. Allez-y à l'essentiel. L'essentiel est que oui, nous sommes arrivés ici
immédiatement, j'ai rédigé. Vous avez fait, non, je vous recadre. Vous avez fait un communiqué pour officialiser votre appartenance au G7. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes encore dans le G7 ou vous n'y êtes plus et pour quelles raisons? Très rapidement, parce que vous avez confirmé la lettre. Cette lettre-là, c'était sous pression morale. Mais vous auriez pu refuser, vous n'aviez pas un couteau sous la gorge quand même. Attendez, sous pression morale. Une très grande pression. Le journaliste est là-bas, bon, ainsi de suite. Et Prof, ça vous l'avez dit. Mais dites-nous, parce que dans votre lettre, vous dites que les frustrations cumulées par moi au sein de mon parti, accumulées par moi au sein de mon parti, UNAFEC, ne me mettent plus dans des dispositions psychologiques d'accompagner le G7. Et vous dites encore que vous avez été hébété. Ce sont des termes psychologiques. Est-ce qu'il ne vous faut pas une cure de guérison psychologique pour vous? Je trouve quand même, professeur, que vous entrez dans le tableau des politiques congolais dans leur ensemble, caractérisé par l'instabilité. Et vous faites montre. G7, le lendemain, vous dites non. De 3, vous défiez votre ancien président, Kyungu. Répondez-moi clairement. Est-ce que vous avez des reins solides? Professeur, s'il vous plaît. Ouais. Avez-vous des reins solides pour faire face à Kyungu? Est-ce que l'acte qu'a posé Kyungu de ne plus être dans la majorité parlementaire est antidémocratique selon vous? Je refuse ça, je l'ai dit de vive voix et de manière solennelle. Je refuse d'appartenir au G7. C'est une démarche suicidaire. Vous comprenez? Je refuse de la part totalement. De qui? De votre part ou de la part des initiateurs du G7? Nous avons des options. Nous avons des options. Je viens de vous donner le parcours. On a bien compris, professeur. Oui. Allons vite à l'essentiel. Une démarche suicidaire de votre part ou de la part des initiateurs du G7? Je crois que c'est de la part des initiateurs du G7. C'est ce que je crois. Et vous croyez que les frustrations dont vous avez fait mention dans votre lettre n'existent pas au sein de la majorité présidentielle? Il n'y a pas de frustrés, croyez-vous, au sein de la majorité présidentielle? Les frustrés, je ne sais pas. Le mot frustration, d'abord, c'est un terme psychologique. C'est psychologique. C'est psychologique. Je ne peux pas connaître quelqu'un que tel est frustré, tel est content, tel est ceci. Non. Ce qui est vrai qu'il y a une famille de la majorité présidentielle. L'essentiel est que tout le monde est là. L'essentiel est que tout le monde est soudé autour du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. L'essentiel est que nous accompagnons le chef de l'État jusqu'au bout. C'est ça qui est essentiel. Les frustrations. Sur l'étiquette de l'AMP. Moi, j'ai été élu AMP. Je n'ai pas été élu comme opposant. Et je ne peux pas, parce que les raisons évoquées par les G7, ce sont des raisons qui ne tiennent pas debout. Vous avez été élu sur la liste de l'UNAFEC ou de l'AMP? Nous avons été élus, liste UNAFEC, AMP. UNAFEC d'abord. D'abord UNAFEC, hein, nous étions toujours de l'AMP. À l'époque, c'était AMP. Oui, alors, je ne pouvais pas, n'est-ce pas, je ne pouvais pas, n'est-ce pas, à mi-parcours, à mi-chemin de l'AMP, je me trouve opposant. Ça, d'abord, l'étiquette d'opposant, c'est quelque chose qui ne me hante jamais. Qui ne me hante jamais. Je n'ai jamais voulu être opposant dans ma vie. Question oui, de Papi Boabouye. Vous parlez des frustrations que vous avez accumulées au sein de l'UNAFEC. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 2-3 mois? Il y a d'autres frustrations. Oui. Il y a d'autres frustrations. Je ne peux pas les étaler ici, sur le plateau de la télévision. Et ce n'est pas pour un positionnement politique. Vous voyez, comme vous avez dit, le G7 c'est suicidaire, vous préférez rester aux côtés du pouvoir. Je voudrais vous dire ceci. Avoir certains postes peut-être. J'ai eu une grande histoire. D'abord, de musée. Ça, je vous l'ai dit franchement. La preuve en est que ça, c'est un livre rédigé par moi. Musée Laurent Désiré Kabila, du guerrier au pouvoir d'État, portrait des révolutionnaires martyrs. Ça porte ma main. Et il y a encore un autre volume qui précède celui-ci, toujours sur le musée, de ma main. Je connais l'histoire de Musée Laurent Désiré Kabila. Pourquoi? Parce qu'il a été dans le même mouvement de combat avec mon propre père. Le mouvement Balbakat.
même mouvement de combat. Et vous avez été parmi les intellectuels, les jeunes intellectuels à l'époque. Mon père n'était pas intellectuel. Oui, revenez à la question. Voilà. Oui. Alors, est-ce que ce n'est écoutez, pas par non, je continue. J'arrive à sa question. Oui. J'arrive à sa question. C'est ainsi que je suis en quelque sorte comme un homme très lié à cette filière-là. Vous comprenez? À cette filière-là. Alors, c'est quelque chose qui ne peut pas me permettre de renier mon identité. Joseph Kabila, c'est comme mon identité. J'ai refusé vraiment de renier mon identité. C'est mon identité. Non, c'est pas le nom de Kibawa, aller au Katanga, ce n'est pas n'importe quel nom, c'est un nom. Allez, posez la question au Katanga. Professeur, je serai très précis avec vous. Le G7 plaide notamment pour le respect des délais constitutionnels. Et vous quittez cette plateforme. Est-ce que vous êtes pour le glissement? Écoutez. Vous êtes pour le glissement alors? Est-ce que Joseph Kabila... Violé. Voilà, violé. Voilà le terme. Vous avez remis le terme. Vous avez remis le terme. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de jours. Il y a une année et quelques mois qui restent. Et même s'il y a glissement, parce que vous parlez du glissement, monsieur le journaliste, vous parlez du glissement. Est-ce que vous savez que le glissement est constitutionnel? Vous le savez? Comment? Je vous lis l'article 105. Je vous lis l'article 105 et je vais vous prouver que le glissement est constitutionnel. Le mot est même dans la Constitution, c'est ça? Allez-y. Écoutez. Allez-y. 105. Voilà. Parlant du sénateur, du mandat du sénateur. Je prends seulement cet exemple-là et je vais aussi prendre quelques deux exemples. L'article 105. Le sénateur est élu pour un mandat, pour 5 ans, pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. Le mandat du sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l'installation du nouveau Sénat. L'installation du nouveau Sénat. Les sénateurs qui sont là, ils sont là du fait de cette constitution, du fait de cette disposition. Ça va? Oui. Cette disposition contient en quelque sorte un glissement. Parce qu'on ne peut pas, faire partie des sénateurs sans qu'il y ait un nouveau Sénat qui arrive. Même chose pour les assemblées provinciales. L'article 70, parce qu'on parle trop du chef de l'État. Trop. J'arrive à l'article 70. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Effective du nouveau président élu. Joseph Kabila va attendre qu'il y ait un nouveau président avec qui il va faire la remise de reprise. En principe, il avant de quitter son bureau. Il y a des élections qui doivent s'organiser 3 mois avant la fin de son échéance. Avant de quitter son bureau, l'élément est là. Oui, c'est toujours la même constitution qui dit que 3 mois avant, le chef de l'État, il faut qu'il y ait organisation d'une élection. Tout ça va être réglé. C'est pourquoi il faut qu'il y ait dialogue et tout ça. On va régler tout ça. Une autre question. Maintenant, on vous entend parler. Il y a 2 ailes à l'UNAFEC. Vous appartenez visiblement à l'UNAFEC AMP, c'est ça? Parce qu'il y a l'UNAFEC opposition. MP, la lettre faisant foi. Oui. MP. C'est signé par moi en âme et conscience. UNAFEC MP. Il y a UNAFEC MP pour le moment. C'est là que vous vous retrouvez. Ça va? Il y a une partie qui est allée à l'opposition. Moi, je suis MP. Quelle est la partie qui est majoritaire entre les deux? UNAFEC opposition, G7 et UNAFEC MP. Papa. En termes d'élus. Il faut aller... Pour les élus. Oui, il faut... Pour les élus. Oui. Pour les élus. Vous êtes combien, vous, à l'UNAFEC MP? L'UNAFEC au Parlement a 8 députés. Oui. Nationaux. Oui. Sur les 8, il y a 6 qui sont du côté MP. Dont vous-même? Dont moi-même. Et 2 autres? Et 2 sont de l'opposition. Bon, c'est une séparation qui est partie du fait de cette fameuse lettre-là. Sous question, on tend vers la fin de l'émission, très rapidement. Que je sache, il n'y a pas encore de UNAFEC MP. Si vous voulez quitter l'UNAFEC, créez votre parti, point barre. Est-ce que l'UNAFEC MP est reconnu au ministère de l'Intérieur comme un parti existant? Ou est-ce que vous voulez créer la confusion? Vous dites vrai. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a des documents qui sont là. Quels documents? Écoutez, il y a des documents, je dis bien des documents. Ça va? Notre UNAFEC MP
c'est cette UNAFEC-là qui est reconnue. Et je vous dis... C'est l'UNAFEC qui a chassé écoutez, Kyungu, c'est ça? Oui. Et je vous dis, c'est cette UNAFEC-là, dans un proche avenir, qui va prendre tous les militants. Ça, je vous dis, et j'ai même ma main à couper. J'ai même ma main à couper. Papi, oui, alors, parce que nous pratiquons l'intérieur, nous avons des villes, mais nous pratiquons l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'il y a beaucoup de gens. Et je vous dis que, papa, bon, il y a des choses, ça c'est une cuisine interne. Une question de Papi Bobo. Oui, professeur, nous savons que la base de l'UNAFEC, c'est dans l'ex-province du Katanga. Pensez-vous aujourd'hui aller à Lubumbashi, à Malembankulu et partout ailleurs, parler de l'UNAFEC, tenir le discours que vous avez là-bas? D'abord, je vous dis que suivez ce aujourd'hui. Il y a eu une lettre, suivez à la télé RTNC, c'est chez vous. J'ai mobilisé toute ma base de Malembankulu, de refuser le G7 et d'être derrière le chef de l'État. Et le message est capté 5 sur 5. Ça va? Tout le monde a fait la même chose. Je ne vois pas là où l'UNAFEC doit s'opposer. Je vous dis qu'à Malembankulu, je n'ai pas parlé de ces cas-là pour illustrer. Le chef de l'État a été élu avec un taux extraordinaire. Et pour votre information à Malembankulu, nous n'avions pas un autre candidat chef de l'État. Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune photo d'un candidat. Il n'y avait pas de photo d'un autre candidat. Sauf la candidature de Joseph Kabila. Et il a été élu à l'unanimité. Lorsque je suis arrivé ici, je me tourne, je vois à la télé, le chef de l'État prête serment devant la Cour constitutionnelle, quelqu'un d'autre prête serment sous la paillote, dans sa maison. Alors c'est quelque chose, je ne comprenais rien. Parlez de vos problèmes de l'UNAFEC. Professeur, quel avenir pour l'UNAFEC dont vous êtes aujourd'hui membre, lorsqu'on sait que généralement le parti en Afrique subsaharienne s'identifie aux grands leaders? Quel avenir pour votre UNAFEC? Papa, je vous dis tout simplement que l'UNAFEC a un avenir. Ça va? Un grand avenir. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes gens qui ont créé des partis politiques. Beaucoup ont créé des partis politiques. Et ces partis politiques-là évoluent. Ça va? Je donne seulement un cas. Le cas du ministre... en fait, je ne veux pas citer les noms ici, pour ne pas faire la publicité. Je vous dis tout simplement que, allez sillonner le Katanga, vous allez voir que beaucoup de données ont déjà changé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les ténors de l'UNAFEC, votre L, UNAFEC MP, si l'expression peut être tolérée nous par avons Luc Mikomo? Une coordination de 3 personnes. Comment ça fonctionne? Une coordination, d'abord il y a une coordination de 3 personnes parce que tout n'est pas encore mis en place. Nous sommes en train d'organiser toutes les structures. Donc vous voulez parler d'un collège? D'ici là, oui. D'ici là, vous serez informés. Tenu par qui ce collège? Ce collège est tenu par le docteur Sakato Lomba avec Maître Roger Losala. Et puis il y a le ministre actuel de l'agriculture. Mais du fait de ses fonctions officielles, nous allons mettre peut-être un intérimaire qui va essayer de voir. Mais je crois que les choses sont en train de s'organiser. Vous avez une question sur le congrès de l'UNAFEC qui va se tenir bientôt? Tout à fait. Oui. Vous dites ne pas reconnaître cette UNAFEC-là, mais elle s'organise pour tenir un congrès. Allez-vous, vous de l'UNAFEC AMP, expression que vous avez inventée, reconnaître les recommandations, les conclusions de ce congrès? Nous avons été élus sous l'identité MP. UNAFEC d'abord. Je dis bien, nous avons été élus sous l'identité UNAFEC et puis MP. Oui. Sous l'identité UNAFEC. Et même alors, notre candidat, c'est celui qui coordonne la majorité présidentielle aujourd'hui. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait un autre congrès en dehors de cette structure-là, de la MP, de l'UNAFEC MP.
parce que nous avons été élus sous cette identité-là. Voilà. Je crois que c'est vraiment un non-sens. Dernier tour de table, Papi Boabouy et puis Guilain. Oui, alors, par rapport à l'UNAFEC, comme il a dit, vous allez changer de nom ou bien vous allez maintenir le nom de l'UNAFEC parce que à Lubumbashi, après le congrès, ils maintiendront le nom de l'UNAFEC. Pour ne pas prêter confusion. Les choses sont en train de s'organiser. Soyez calmes, vous serez informés par des voies officielles. L'UNAFEC présentera-t-elle des candidats dans tous les échéances des élections? Présent. L'UNAFEC, votre parti, présentera les candidats à la présidentielle et aux autres élections prévues par la Constitution? Mais pourquoi pas? Nous allons le faire. Il y a déjà des candidats. Il y a déjà des candidats qui se sont déjà présentés, qui ont posé leur candidature pour les élections qui ne sont pas encore organisées, qui devaient être les élections provinciales. Là, nous allons déposer les candidatures dans toutes les structures. C'est ce que vous devez savoir. Toutes les structures. C'est peut-être une petite question d'histoire parce que vous êtes historien. En 1960, parmi les partis qui sont allés prendre part à la table ronde de Bruxelles, il y avait la CONACAT, sur les cendres desquelles est né l'UNAFEC, avec comme programme le fédéralisme très poussé, comme cri de guerre d'ailleurs, comme on le disait, le Katanga au Katangais. Est-ce que vous êtes débarrassé de cette philosophie dans un contexte où on prône le système unitaire fortement décentralisé? Parce que je me rappelle que le président, si vous pouvez l'appeler l'ex-président de votre ex-UNAFEC, disait qu'après 2016, on va procéder au rémembrement, je voulais dire, du pays, parce que lui, il est opposé au découpage territorial. Est-ce que vous êtes débarrassé de ces tares historiques? Non, il n'y a même pas de tares historiques à ce niveau-là, parce que vous ne connaissez pas très bien l'histoire de ce pays. Oui. Au Katanga, oui, vous qui êtes historien, oui, après, Katanga, mais le fédéralisme, c'est... Vous êtes historien. Il faut que je vous enseigne l'histoire. Au Katanga, oui. Nous allons vous enseigner aussi des questions d'actualité. Les Katanga avaient fait la sécession. Pour votre information, tous les Katangais n'étaient pas unanimes de la sécession, parmi lesquels celui-ci, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça va? Parmi lesquels mon propre père à moi. Oui, répondez à la question. Voilà, oui, mon propre père à moi était lumumbiste. Opposé au fédéralisme, oui, était lumumbiste, à la sécession. Opposé à la sécession. C'est la raison pour laquelle il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres au niveau du Katanga. Voilà. Mais est-ce que vous avez banni le fédéralisme dans votre projet? Moi qui vous parle ici, je suis né dans les années troubles de l'indépendance. Non, professeur, revenons à la question. Est-ce que vous êtes des partis du fédéralisme dans votre projet de société comme UNAFEC? Parce que c'est depuis 1960, je voulais rappeler. Fédéralisme poussé. Non, dans le projet de société de l'UNAFEC, je ne vois pas le mot fédéralisme poussé. C'est tout simplement fédéralisme. Mais pourquoi le fédéralisme se trouve d'ailleurs dans la plupart des projets de société des partis politiques qui sont avec nous. Dans la plupart des partis politiques. Pourquoi s'opposer au découpage qui serait la voie pour booster le développement à la base, en rapprochant les gouvernants des gouvernés? Écoutez... Ou bien c'est la position de votre président que vous ne partagez pas? Oui. Vous ne la partagez pas, cette position? Non. Mais professeur, deux secondes. Mais vous savez que le projet de constitution de la CNS portait le titre République fédérale du Zaïre. Ça, vous le savez, non, professeur? Je le sais. Et que cela allait dans le sens de la vision philosophique de votre parti. Pourquoi vous êtes resté là-dedans? Je trouve qu'il y a une incohérence. Rester là-dedans où? Dans la logique du fédéralisme que vous ne partagez pas. Non. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de... D'abord, il y a beaucoup de partis politiques qui ont dans le projet de société le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est un mode de gestion, comme tout autre mode. Ça va? Vous aimez, vous n'aimez pas? Vous dites? Vous aimez ou vous n'aimez pas? Partagez-vous pas? Nous devons d'abord y aller par étapes. Pour le moment,
c'est la décentralisation. Tout à fait. On doit y aller par étapes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce plateau spécial consacré au tour d'horizon des questions d'actualité dans la sous-région. Nous avons parlé du référendum qui s'est tenu au Congo-Brazzaville, mais aussi chez nous, l'actualité à la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi l'avis des partis politiques, notamment l'UNAFEC, dont nous avons reçu sur ce plateau l'un des membres, ont constitué les axes majeurs de cette émission. Je voudrais dire au nom de mes confrères, merci au professeur Edmond d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fourni quelques éléments de réponse à l'ensemble des questions posées respectivement par Luc Mikomo-Kabongatre de Congo MTV, une télévision privée émettant de Kinshasa, suivi de Papi Boabouy de Digital Congo TV, aussi une télévision privée émettant de Kinshasa, et enfin Ghislain Kabatulundi qui est de B1. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. D'ici là, portez-vous très bien en compagnie des différents programmes de vos télévisions préférées. Au revoir.